Victoria Manfield, je suis la fondatrice et la DG de l'association Solinum. Je fais même partie du conseil d'administration de la Croix-Rouge française et du mouvement Impact France en tant qu'ambassadrice Tech for Good. Aujourd'hui, on se retrouve à Césure, qui est un lieu occupé par Plateau Urbain, donc, plus connu avant sous le nom de l'Université Sorbonne Nouvelle à Sentier de Menton, qui accueille aujourd'hui un tas d'associations, d'artistes qui ont eu lieu domicile dans une occupation temporaire de 2 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et pourquoi tu te retrouves là actuellement à gérer une association ? Ce qui est bien, c'est que ça va être assez rapide, parce que mon parcours il n'est pas très long. Moi, du coup, je suis ingénieure avant tout, et pendant mes études d'ingénieur, j'ai fait énormément de bénévolat auprès des personnes en difficulté, notamment une grosse passion maraude. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du bénévolat où on fait des distributions ou simplement du lien social avec les personnes à la rue. Donc j'en ai fait pendant plusieurs années, ça fait à peu près 10 ans maintenant que je suis maraudeuse, un peu moins. Pendant ces maraudes, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à orienter les personnes qui me posaient des questions toutes simples. Où est-ce que je trouve à manger ce matin, par exemple ? Où est-ce que je vais trouver une douche, une permanence juridique pour un dossier de surendettement, etc. Et il m'arrivait plein de fois de leur donner des mauvaises infos. Donc, au bout d'un moment, c'est chiant. Comme je suis ingénieure, je me dis, c'est quand même pas très compliqué en fait. Il faudrait juste qu'on puisse mettre à disposition les informations et pouvoir les informer directement et puis être utilisé par les bénévoles comme moi ou les professionnels de solidarité. Et du coup, c'est comme ça qu'est né Soliguide tout simplement, pendant que j'étais étudiante. Au début, c'était très très moche. Et au fur et à mesure des années, ça s'est affiné pour être ce que c'est aujourd'hui. Donc l'entrepreneuriat social, ça m'est un petit peu tombé dessus. D'accord. Et mon parcours est assez court, puisque immédiatement pendant mes études et à la suite de mes études, je me suis lancée dedans. Et donc depuis 2018, j'ai la chance d'être directrice générale de Solinum à temps plein. D'accord. Tu vas nous expliquer, mais Soliguide, qu'est-ce que c'est alors exactement ? Soliguide, c'est l'outil dont j'aurais rêvé quand je faisais des maraudes il y a plusieurs années. C'est tout simplement une plateforme qui permet d'accéder à tous les services utiles aux personnes en difficulté. Donc ça va aller de la distribution alimentaire à côté, à un cours de français, à un accompagnement social. Enfin, on a 50 catégories, je ne vais pas les lister parce que ça va être très très chiant sinon, mais ça va de l'urgence sociale à l'insertion socio-professionnelle et surtout c'est des catégories qu'on a co-construit avec et pour les personnes en difficulté, donc pour vraiment répondre aux besoins. Et toutes ces informations, aujourd'hui c'est 50 000 services qui sont référencés à travers la France. Ces informations qui sont surtout à jour et de qualité. Parce que c'est bien beau de faire une base de données, mais en fait, si on ne sait pas que la distrib en question, elle est en travaux en ce moment, et que du coup, ça a changé, et c'est 2 rues à côté, en fait, on se retrouve avec quelqu'un qui va être devant une porte fermée, qui n'aura pas mangé du coup ce jour-là, et qui aura bien le seum, et qui aura bien raison. Et il y a des enjeux de confiance aussi envers l'action sociale, etc. Donc toutes ces infos, ensuite, on essaie de les rendre les plus accessibles possibles. Donc il y a un site internet, tout simplement, soliguide.fr, on peut y aller. Il y a une application mobile qu'on peut télécharger sur tous les stores, donc l'application Soliguide. Il y a aussi un chat en ligne, il y a un numéro SMS, on peut envoyer des petites questions, hop, je cherche à manger, au petit numéro SMS, il y a WhatsApp, et il y a aussi des listes papier, parce qu'il n'y a pas que le numérique dans la vie, et donc on édite automatiquement des listes papier qu'on va distribuer auprès des personnes en précarité au sens large. Donc ça peut être aussi bien des personnes qui vont être en logement social, des étudiants en galère, il y en a beaucoup en ce moment, des personnes âgées qui ont du mal à joindre les debout, etc. D'accord. Est-ce que des personnes à la rue, majoritairement, elles ont un téléphone ? Ouais, alors effectivement, au début, Soliguide, c'était beaucoup tourné vers la personne à la rue. Aujourd'hui, c'est pour les personnes en galère au sens large. Parce qu'en fait, la galère, c'est protéiforme. Et il y a des jeunes LGBT qui se sont fait sortir de chez eux, il y a des femmes victimes de violences, il y a des personnes qui sortent de prison, il y a des étudiants en galère, comme j'ai précisé. Et donc, pour le public des personnes à la rue, effectivement, le truc qui me saoulait au début, c'est qu'à chaque fois, je pitchais sur les guides en disant, voilà, c'est pour les personnes en difficulté. Les gens me disaient, oui, mais les personnes en difficulté, elles n'ont pas de smartphone, hein. Bah non, quand même, faut pas déconner. Et ça me saoulait parce que, d'une part, c'est faux. Les personnes en difficulté et même les personnes à la rue ont un smartphone pour 71%. On a même fait une étude sur la question en 2018. Et c'était en 2018, donc en 2023, j'imagine même pas, je pense qu'en 2023, ça va être beaucoup plus que les 71% qu'on avait mesuré à l'époque. D'accord. Comment ça se passe ? Je reviens un petit peu en arrière. T'as une idée et la suite, c'est quoi en fait ? Comment tu peux construire à partir de cette idée un vrai projet et créer donc cette application ? Ça s'est passé comment concrètement ? Ça s'est passé en bordel, de façon instinctive, en fonction des besoins du projet.
Donc concrètement, il faut qu'on informe les personnes en difficulté. Donc ça veut dire qu'il faut faire une base de données. Ok, on va commencer à essayer de rassembler tout ce qu'on peut trouver au fil de l'eau. D'accord. En contactant En contactant tout le monde. En disant, tiens, je connais cet asso, est-ce que tu connais notre asso, qui connaît notre asso? Et hop, on essaye de tout faire. Au début, c'était un Excel, c'était très moche. Et ensuite, c'est devenu une petite plateforme très moche. Et ensuite, au fur et à mesure, ça s'est affiné. Et ça s'est vraiment fait par itération à chaque fois. Par exemple, il faut des données. En fait, les données qui étaient d'il y a 6 mois, elles sont déjà plus à jour. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il va falloir des personnes qui vont devoir les mettre à jour. Ok, il faut des salariés. Ok, il faut un modèle économique. Ok, il faut une structure juridique. Ok, et du coup, en fait, c'est vraiment une pelote de laine. Mais à la fois, je trouve ça assez cool. Parce que la différence de l'entrepreneuriat social avec l'entrepreneuriat conventionnel, entre guillemets, c'est que comme tu es guidé par le projet, tu écoutes juste ce dont tu as besoin le projet pour avoir le maximum d'impact social, et du coup la voie elle se trace de façon très facile, très instinctive, très naturelle, et tu réfléchis juste à comment je fais pour atteindre ce point A. Et voilà, ça se fait facilement. Ça te semble pas super complexe, d'accord, c'est bien. Quand je regarde en arrière, je me dis oula, j'aurais pas cru. Et au final, quand ça se fait, ça se fait naturellement. D'accord. Parce que vous étiez combien au début? T'étais tout seul à gérer ce projet ou... Au début, oui, j'imagine. Malheureusement. Après, Mais pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, en général, on recommande plutôt de le faire avec des cofondateurs et cofondatrices. C'est mieux parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est plein de hauts et de bas, plein de moments où tu te dis, mais en fait, ça va jamais marcher, on va tous mourir, ça sert à rien, je meurs. Et des moments où tu te dis, waouh, c'est trop bien, roi du monde, et t'as personne avec qui partager si t'es tout seul. Donc, il vaut mieux être accompagné. Moi, j'ai pas eu cette chance. Par contre, ce que j'ai eu comme immense chance, c'est de recruter au fur et à mesure du temps des personnes qui sont incroyables et qui font partie de l'équipe aujourd'hui de Solinum et qui font le succès de Solinum concrètement. C'est des gens qui sont engagés, qui ont des parcours qui ont parfois aucun sens et qui se retrouvent là parce qu'ils avaient vraiment envie d'aider les personnes en difficulté, qu'ils avaient envie d'avoir un impact positif sur la société, et ça fait la jolie équipe de Solinum. Donc ça porte finalement, quelles que soient les difficultés, ça porte... Les gens sont portés par le projet, l'incarnent tellement que ça fonctionne. Donc là, vous êtes combien de salariés actuellement? On a un peu plus de 30 salariés. D'accord. Donc combien de temps après? 5 ans après? 5 ans Ouais, 5 ans à temps plein. On a eu une grosse phase de croissance. En fait, on est vraiment une start-up classique de ce côté-là, avec une hyper croissance classique. Donc au début, t'es tout seul. Ensuite, tu fais quelques petits recrutements. Tu passes le fameux cap des 10 personnes. Et ensuite, on est passé très rapidement entre 2021 et 2022 de 11 personnes à 30 personnes. Donc grosse phase de croissance. Et ensuite, du coup, chaque fois, mes équipes se foutent de moi parce que je dis toujours non mais c'est bon, là on est assez, on va arrêter de recruter. Et à chaque fois on recrute plus. Mais normalement, là, on va être assez, mais aussi parce que j'ai une vision de l'impact qui doit être décorrélée de la taille d'une structure. C'est important pour moi que Soliquid, on ait un impact exponentiel qui ne soit pas proportionnel à nos ressources humaines et financières. D'accord, et donc, c'est pas plus on est, plus on a d'impact, mais comment est-ce qu'on fait pour démultiplier cet impact. Parce que, alors au niveau national, vous êtes sur Paris, alors je sais que vous êtes sur Lyon aussi? On est un peu partout, on est sur 30 départements français. C'est pas toute la France parce que la France a 101 départements français. On devient très très bon en géographie chez Solinum. Vous pouvez me donner tous les codes postaux, je saurai à peu près c'est quoi le département. Et donc du coup sur ces 30 départements français, on déploie le Soliquid. Et ce que je trouve chouette dans cette stratégie d'SMH qui est liée à cette ambition de pas grandir en tant que structure, c'est qu'il y a des départements où c'est nos équipes, donc une équipe de Solinum, salariés, qui déploie Soliquid, et c'est top. Et des territoires, on s'est rendu compte qu'il y avait un acteur local qui était beaucoup plus pertinent, qui était là depuis 30 ans, qui connaissait tout le secteur, qui était tout à fait légitime, plus que nous, à déployer Soliquid. Et tout ce qu'il avait besoin, c'est l'outil, les outils numériques, les méthodologies. Et on est très méthodo chez Solinum, donc on a fait une belle recette au poil, de A à Z, sur comment déployer Soliquid sur un territoire. Donc ça, on le transmet, on accompagne les acteurs. Il y en a déjà 3 aujourd'hui en France, donc dans l'Indre, en Côte d'Or et en Haute-Savoie, qui déploient eux-mêmes le Soliquid sur leur territoire. Et je trouve ça très porteur en termes de message, de dire
dans l'entrepreneuriat social, on n'est pas là pour grossir, on est là pour avoir de l'impact. Et ça va aussi par la coopération et non pas la compétition. Ouais, super. Et alors, c'est sous quelle forme que vous transmettez la méthode? C'est une forme de franchise ou une franchise sociale ou... Ouais, je pense que c'est un bon parallèle. On n'a pas trouvé de... Je crois qu'on appelle ça la fertilisation chez nous, parce que c'est joli, ça fait un petit peu de nature, une petite graine. Mais je pense que le modèle qui se rapproche le plus, ça serait celui de la franchise, probablement, la franchise sociale. De dire, bah voilà, tu portes un projet. C'est comme McDo, mais si McDo avait un impact positif. Pas bonne idée. D'accord. Donc... là actuellement, donc vous avez un bon nombre de partenaires, j'imagine, c'est nécessaire pour développer l'application. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tous ces partenariats, comment ils ont pu être mis en place et quelles sont les difficultés dans la recherche de partenaires? Du fait que Soliguide soit un guide qui référence tous les services utiles aux personnes en difficulté, fatalement, c'est quelque chose qui doit être en partenariat avec toute la planète. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en partenariat aussi bien avec les collectifs militants, les associations de quartier, les associations nationales, l'État, les collectivités, enfin vraiment absolument tout le monde. Et ça, c'est dans un melting pot qui est très pertinent au niveau de la co-construction, parce qu'on est très très porté sur la co-construction, d'avoir plein de regards différents sur comment aider au mieux. Et comment on fait ces partenariats dans les clés de succès, du coup. Nous, on a fait beaucoup ce qu'on appellerait du bottom-up, pour sortir des franglicismes. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'associations avec lesquelles, avant tout, c'est leurs antennes locales qui se sont saisies du Soliguide, qui l'ont utilisé, qui sont référencés, qui ont trouvé ça génial, qui se sont dit, bah tiens, c'est hyper pratique sur mon territoire. Et quand on a 10 antennes qui disent ça, au bout d'un moment, tu te dis, ah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Donc ça s'est beaucoup fait comme ça. Donc nous, on aime bien faire à la fois des choses qui viennent du terrain, et à la fois aussi, parfois, c'est pratique de faire des partenariats structurés au niveau national. Je donne un exemple très très concret. On vient tout juste de signer un partenariat exceptionnel avec les Restos du Cœur, une organisation qu'on ne présente plus pour son impact et pour tout ce qu'elle fait sur le territoire français, non seulement sur l'aide alimentaire, mais aussi sur l'accès au droit et plein de choses. Et donc, on fait à la fois un partenariat avec eux où on travaille avec eux au niveau local, sur plein d'antennes, et à la fois au niveau national, où quand tu as les Restos du Cœur qui envoient une newsletter et un SMS à tous ces bénévoles, bah clairement, là, c'est un gros impact. Ouais, d'accord. Alors, un sujet qu'on aime bien développer dans les podcasts, c'est l'implication des personnes directement concernées par le projet. De quelle façon ça se traduit chez Solinium? Alors, je le dis pas bien, je dis Solinum. Je t'en veux pas. Parce que moi, je le dis un peu version latine, enfin, je sais pas, Solinum. Oui, ça donne un petit côté stylé, mais en fait, c'est pour solidarité numérique. Et donc, solidarité numérique, Solinum. Mais si c'était Solinum, un petit peu latin, ça serait beaucoup plus élégant. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer, donc, pour Solinum, de quelle façon vous avez impliqué les personnes concernées par le projet? Du coup, c'est vraiment dans l'ADN de Solinum de faire l'application des personnes concernées. Donc, au début, ça s'est fait n'importe comment. Concrètement, moi en maraude, avec mon application pourrie, en train de dire aux gens, attends, c'est quoi, quelle catégorie est le plus utile pour toi, c'est quoi le truc, est-ce que tu préfères cet écran ou cet écran? Et bon, donc au moins c'est dans l'ADN, même si c'était absolument n'importe quoi. Maintenant, on fait les choses un peu plus cadrées, donc on fait ce qu'on appelle les focus group. On va du coup réunir des personnes concernées, et ça peut être aussi des personnes concernées et des acteurs associatifs et des acteurs institutionnels, parce que tout le monde est utilisateur et utilisatrice de Soliguide, et on va leur demander, ok, du coup c'est quoi votre besoin sur cette fonctionnalité. Un exemple concret que je trouve assez sympa, c'est sur l'iconographie de Soliguide. Donc Soliguide à la base c'est un moteur de recherche, tu cherches un truc à proximité de quelque part, et voilà, tu trouves. Et pour les publics, notamment réfugiés, on a fait un groupe de travail, donc avec des personnes qui avaient le statut réfugié, on leur a demandé du coup comment est-ce qu'on pourrait mieux accéder aux informations pour vous. Évidemment, les questions des icônes est arrivées assez vite, et ils ont déterminé c'est quoi les icônes qui leur parlaient plus. Et c'était important d'avoir une diversité culturelle, parce que les images n'ont pas forcément la même signification pour tout le monde, de voir qu'est-ce qui dit à tout le monde, ok, ça c'est un accueil, ok, ça c'est un lieu où je vais pouvoir trouver de l'hygiène. Enfin, et du coup, on a plutôt travaillé ça, et on continue à le faire aujourd'hui régulièrement. Chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, on va demander aux personnes, du coup, comment tu la vois, est-ce que ça te va? D'accord, super.